Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. À la une ce soir, l'escalade militaire entre l'Iran et Israël, l'inquiétude de la communauté internationale aussi. Les deux pays se sont affrontés cette nuit par missiles interposés. Simple accès de fièvre ou au contraire les débuts d'une guerre qui ne dit pas son nom. On en parle dans un instant avec mes invités. Comment la France et l'Europe peuvent empêcher un tel conflit? Quelles sont les options au fond qui s'offrent à Emmanuel Macron? Emmanuel Macron qui affronte à cette occasion sa première grave crise internationale. Réponse à 19h30 avec mon invité, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Et puis le conflit de la SNCF. Est-ce qu'on se dirige tout doucement vers une sortie de crise? Est-ce que Emmanuel Macron est en train de gagner sa guerre d'usure avec les syndicats? C'est le thème de notre face-à-face ce soir. Cécile Cornudet pour les Échos face à David Revaud-Dallon pour le Journal du Dimanche. Mais d'abord le journal avec vous, Perrine Storm. Bonsoir Perrine. L'actualité ce soir, c'est la famille de Naomi Muzonga qui sort de son silence. Oui, ses parents et sa sœur ont pris la parole en fin d'après-midi lors d'un point presse. C'est la première fois qu'ils s'expriment devant une caméra depuis le décès de leur fille fin décembre. La jeune femme de 22 ans est morte après que son appel a été ignoré et raillé par une opératrice du SAMU. Johanna Giglia, vous êtes à Strasbourg, vous avez suivi cette conférence de presse. La famille réclame avant tout que justice soit faite. Absolument. Et ce qui ressort de cette conférence de presse, c'est que la famille exige des réponses, exige la vérité. Alors étaient présents son père, sa mère et sa sœur. Et pour eux, c'est l'incompréhension, mais surtout la colère de ne pas avoir été entendus pendant 5 mois. Ils demandent la vérité et dénoncent toute une série de dysfonctionnements dans la prise en charge de la jeune femme. Ils ont confié avoir dû prendre plusieurs jours avant d'écouter l'enregistrement avec le SAMU. Et lorsqu'ils l'ont fait, ils ont été foudroyés par la douleur. Pourquoi est-ce que l'appel de notre fille n'a pas reçu de réponse? C'est ce que demande son père. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Que justice soit faite. Voilà. C'est cela notre première préoccupation. Que la justice soit faite pour cet enfant qui était aimé de tous et qui avait de l'amour pour son environnement, comme vous l'avez constaté. Que justice soit faite. Alors d'autres questions restent en suspens, notamment concernant l'autopsie que la famille juge incomplète. Notre fille était en bonne santé et n'avait aucun antécédent médical. Et selon la famille, le corps de la jeune femme n'aurait pas été conservé en chambre froide. La famille qui va demander dès demain à avoir accès à l'enregistrement que Naomi, l'enregistrement de l'échange de Naomi avec les pompiers. La famille qui a porté plainte pour non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui. Une marche blanche est organisée mercredi prochain en hommage à Naomi. Il faut comprendre ce qui lui est arrivé afin que plus personne ne meure dans ces conditions. C'est ce qu'a précisé sa mère. Merci Johanna Giglia en direct de Strasbourg avec Romain Cazenave. Johanna l'a dit, une marche blanche sera organisée mercredi à Strasbourg. Un rassemblement important pour la tante de Naomi qui s'est confiée à notre journaliste Kelly Lafin. Elle lui a fait part de sa douleur et de son incompréhension. Pour nous, on attend la justice. Et nous demandons la justice. Nous voulons savoir pourquoi elle est morte. Parce qu'elle est en bonne santé. J'étais avec Naomi mercredi. Bien sûr. J'ai dit on ne s'est pas vu, on m'appelle vendredi. Naomi est décédée pour moi. J'ai du mal. J'ai du mal. Donc on demande que ça ne se répète pas. Je ne peux même pas expliquer ça. Je ne peux même pas comprendre pourquoi elle peut partir si jeune. La communauté internationale s'inquiète de l'escalade de la violence au Proche-Orient. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme ce soir que l'Iran a franchi une ligne rouge. Paris, Berlin, Moscou appellent au dialogue, mais la tension reste maximale après les frappes la nuit dernière entre les forces iraniennes et l'armée israélienne en Syrie. Le point sur la situation avec Aurore Villemur. Il est 3h du matin. La télévision syrienne retransmet en direct les détonations entendues dans la ville. Des frappes israéliennes sur des positions iraniennes. Une action décrite par Jérusalem comme une réponse aux tirs de roquettes qui ont eu lieu peu après minuit et qui visaient des positions israéliennes du plateau du Golan.
C'est une attaque flagrante contre la souveraineté israélienne. Ils ont envoyé 20 roquettes depuis un véhicule iranien, un véhicule à plusieurs canons qui visait les positions de l'armée israélienne que vous pouvez voir ici. Des roquettes qui, pour certaines, ont été interceptées par des systèmes de défense antimissiles israéliens. Entre l'Iran et Israël, la tension monte donc d'un cran et très vite la communauté internationale réagit. Depuis Aix-la-Chapelle, Emmanuel Macron, lui, appelle à la désescalade entre les deux pays. Malheureusement, la nuit dernière, vous avez encore vu qu'il y avait eu des tirs entre Iran et Israël. Le risque est une escalade, une montée en tension. Soyons très vigilants pour éviter cette montée en tension. C'est le message que j'ai passé hier après-midi au président Rouhani lorsque je l'ai eu. C'est le message que je passerai au Premier ministre Netanyahou, au président Poutine qui, dans ses déclarations de ces derniers jours, semble partager cet objectif. La Russie, de son côté, appelle les deux pays au dialogue. En ce qui concerne l'escalade militaire entre Israël et l'Iran, selon nous, c'est toujours une tendance très inquiétante. Nous partons du principe que toutes les questions doivent être résolues par le dialogue. Les États-Unis, quant à eux, se rangent aux côtés d'Israël. Dans un communiqué, la Maison-Blanche dénonce les attaques provocatrices de l'Iran. Voilà, et on reviendra évidemment sur ces sujets puisque à 19h30, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, sera mon invité. Et puis la météo pour demain matin, Perrine. C'est une bonne nouvelle si vous faites le pont puisque c'est une belle journée qui se prépare avec un grand soleil sur quasiment toute la France. Regardez ça, c'est juste un petit peu voilé en Bretagne et un petit peu nuageux du Var aux Alpes. Côté température, comptez 3 degrés à Aurillac, 6 à Lille, 11 à Lyon, 14 à Marseille et 16 degrés du côté de Nice. L'escalade militaire entre l'Iran et Israël, l'inquiétude, vous l'avez compris, de la communauté internationale. On en parle ce soir avec mes invités. Bonsoir Caroline Galacteros. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du think tank Géopragma. Martine Gozlan, rédactrice en chef à Marianne, grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient et auteur de Israël 70 ans, 7 clés pour comprendre. C'est aux éditions de l'Archipel. Christian Macarian, évidemment, directeur délégué de la rédaction de l'Express et spécialiste des questions internationales. Et puis Alexis Poulain, bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions européennes et directeur de publication du site Le Monde Moderne. Je vais vous poser la question de façon très simple et je vais commencer avec vous, Christian Macarian. Est-ce que ce à quoi on assiste en ce moment entre Israël et l'Iran, en tout cas les forces militaires iraniennes présentes sur le sol syrien, est-ce que c'est un simple accès de fièvre ou est-ce qu'on est en train d'assister au début d'une guerre ? Il est difficile de parler de guerre pour l'instant, même si ce sont des actes de guerre, mais il est incontestable qu'Israël est officiellement en guerre avec la Syrie, puisque depuis 2017, les frappes se sont multipliées. Elles ne visent pas spécifiquement l'arsenal syrien, mais davantage l'arsenal soit des forces iraniennes, en l'occurrence très souvent les gardiens de la Révolution, qui sont présentes sur les territoires syriens, soit le Hezbollah chiite libanais, qui est venu aussi en Syrie au secours du régime Assad. Et tout le monde sait que le Hezbollah est soutenu par l'Iran. Quand l'État israélien parle d'échanges de missiles qui sont les plus graves depuis la guerre du Kippour en 1973, on n'est pas dans l'excès, c'est juste... C'est la vérité, puisque avant la guerre civile de Syrie qui s'est déclenchée en 2011, il n'y a pas eu, entre 1973 et 2011, d'agression de part et d'autre entre Israël et la Syrie. C'est assez remarquable pour être mentionné, d'autant plus qu'Israël occupe le Golan, sur lequel, évidemment, la Syrie a toujours des revendications. Donc, pour répondre à votre question, Laurent, on ne peut pas parler de guerre à proprement parler, mais incontestablement, cette tension qui augmente depuis 2 jours avec la déclaration de Donald Trump détachant les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, cette tension fait partie d'une stratégie. Et la stratégie, évidemment, israélienne soutenue par les États-Unis, c'est de frapper l'Iran, de lui montrer que les limites sont atteintes, qu'il y a une ligne rouge qui a été dépassée, comme l'a dit Netanyahou, et donc c'est à intégrer dans le futur d'une éventuelle négociation américaine. Le point de vue israélo-américain sera très dur contre l'Iran. C'est un avertissement qui est envoyé. Caroline Galacteros, il y a une question qui se pose pour tous les gens qui suivent ça et qui ne connaissent pas forcément la région, mais une question toute simple. C'est quoi concrètement le rapport de force entre Israël et les militaires iraniens qui sont présents sur le sol syrien? C'est quoi le rapport de force en réalité ?
Je ne sais pas si on peut parler de rapport de force Non, mais direct. d'un point de vue militaire, les forces militaires en présence. Alors, d'un point de vue militaire, l'Iran s'est engagé assez clairement, même avant la Russie, puisque c'est lui qui est allé chercher finalement les Russes pour venir faire un appui aérien à des opérations terrestres en 2015. Maintenant, entre Israël et l'Iran, au stade actuel, il y a un tel gap encore stratégique, militaire, à tout point de vue, si vous voulez, que ça n'est pas on peut pas mettre les choses sur le même plan. Il faut resituer ça dans des coalitions qui bougent, qui sont fluctuantes, et dans le coup de poker qui a été quand même tenté par Donald Trump il y a 2 jours, et qui est en train de produire des effets que peut-être il n'avait pas anticipés de cette façon-là. Bon, vous êtes sûr qu'il les avait pas anticipés? Je ne sais pas. On va poser la question. C'est-à-dire, si vous voulez, pour moi, c'était quand même une tentative de repolarisation très nette. Et c'est pas la première, c'est la suite d'une séquence qui a commencé il y a déjà des mois. Repolarisation des puissances européennes autour de l'Amérique et d'Israël et de l'Arabie Saoudite contre une influence iranienne aujourd'hui, mais aussi contre la Russie, etc. Or là, on voit bien que tout est en train de changer. L'Europe se pose des questions. On va parler des options qui s'offrent et à la France et à l'Europe en particulier. Oui. Mais Martine Gaujean, je voudrais essayer de comprendre, parce que la riposte cette nuit des Israéliens, ça n'est pas la première fois que les Israéliens envoyaient des missiles sur les forces iraniennes. J'ai noté un raid aérien le 9 avril, des frappes préventives qui ont causé d'ailleurs des morts dans les rangs iraniens présents sur le sol syrien. Mais il faut quand même se remettre remettons-nous sur la frontière israélienne. Là, il y a un acte de guerre qui a été commis le 10 février par l'envoi par l'Iran d'un drone iranien chargé d'explosifs dans l'espace israélien, dans l'espace aérien. À partir de cela, les choses se sont accélérées. C'est-à-dire que Israël a toujours dit, ces dernières années jusqu'à un certain point, qu'il n'intervenait pas, qu'il ne voulait pas la guerre et entrer dans le conflit syrien. Y compris d'ailleurs les gradés de l'armée israélienne qui ne sont pas favorables à cette escalade militaire. Oui, mais ça, c'est le gouvernement qui, de toute façon, suivi par l'ensemble de l'opinion et l'ensemble des corps de la défense et du Mossad, qui avait toujours dit qu'il ne voulait pas se mêler de l'affaire syrienne. Pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à s'en mêler? C'est parce qu'effectivement, les lignes rouges, pour reprendre les termes israéliens, mais des termes qui sont repris un peu partout aussi et qui sont conséquents quand on va sur le terrain, quand on va sur le plateau du Golan, quand on va à Catherine, là où la population a passé la nuit dans les abris. La ligne rouge, c'est que l'Iran s'éloigne de la frontière, de cette zone frontalière du Golan. Or, qu'a fait l'Iran depuis 1 an, depuis 2 ans? C'est que les bases iraniennes se sont multipliées. Donc, lorsqu'on parle d'attaque israélienne, il faut bien se dire que de toute façon, ça a été une succession de ripostes jusqu'à l'accélération de cette nuit, mais qui a été provoquée par l'envoi de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on a décrit. C'est-à-dire que c'est une guerre. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Christian Macarian. C'est une guerre déjà. Israël est en état de guerre. Il vit sur le pied de guerre. Toute sa frontière est sur le pied de guerre depuis un temps considérable. La situation est compliquée, Alexis Poulain, parce qu'effectivement, il y a eu déjà des escarmouches, et Martine Gaujean vient de le rappeler, mais il y a aussi la situation globale. La décision de Donald Trump d'abord. Il se trouve qu'il y a le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem lundi. Il y a le 70e anniversaire de l'État d'Israël. Il y a le début du Ramadan. Bref, on est dans une situation qui semble absolument explosive. Énormément de choses. Et sur le calendrier, on peut aussi citer la nomination de Bolton à la Défense. Les faucons qui sont de retour à Washington. Toute cette politique iranienne des États-Unis a été gelée sous Obama. Et là, on voit bien qu'on reprend à l'instant T où on a arrêté chez Bush en disant non, l'Iran est l'ennemi numéro 1. Il faut absolument aider les alliés saoudiens dans cette région parce qu'il y a des intérêts commerciaux évidemment et des intérêts. Là-dessus, la décision de quitter l'accord, il est autant commercial que stratégique. Sur le calendrier aussi, le fait que le Hezbollah ait eu un score aux élections au Liban, qui fait peur également, les élections législatives qui arrivent en Irak, et bien sûr,
Qu'est-ce qui se passe dans la région aujourd'hui? C'est deux puissances régionales qui luttent, l'Arabie Saoudite d'un côté, l'Iran de l'autre, pour le contrôle d'une puissance régionale. L'Europe, on va le voir, avec la coordination d'Emmanuel Macron, de Theresa May, de Merkel, mais aussi de l'Europe en entier, à savoir une diplomatie multilatérale, jusqu'à présent, qui n'a pas porté ses fruits, puisque Donald Trump a quitté l'accord iranien et continuera la politique des faucons sur cette lancée. La question, c'est jusqu'où, à savoir que cette guerre, bien sûr, elle est endémique, elle dure, mais est-ce qu'elle peut devenir beaucoup plus chaude et beaucoup plus dangereuse? Alors, vous parliez d'Emmanuel Macron et du rôle que peut jouer l'Europe. Je voudrais qu'on écoute, avant de vous donner la parole, si vous voulez bien, je voudrais qu'on écoute ce qu'a dit justement le président de la République. C'était aujourd'hui à Aix-la-Chapelle. Nous sommes signataires, nous restons. Et on demande à l'Iran de rester aussi dans l'accord et donc de ne pas reprendre. Et donc n'abandonnons pas ce que nous avons fait il y a maintenant près de 3 ans. Et évitons toute escalade. Malheureusement, la nuit dernière, vous avez encore vu qu'il y avait eu des tirs entre Iran et Israël. Le risque est une escalade, une montée en tension. Et j'ai dit, nous, on peut travailler sur quelque chose, c'est pour moi le deuxième axe, de plus large. Je prends Israël, l'Arabie Saoudite, les États-Unis au mot. Ils nous disent, l'accord de 2015 sur le nucléaire n'est pas suffisant. Chiche, travaillons sur quelque chose de plus large. Caroline Galacteros, il a fallu des années déjà pour aboutir à l'accord de 2015. Alors on se dit, un accord encore plus large, portant sur le programme balistique iranien, portant sur le nucléaire au-delà de 2025, ça va prendre un temps fou. Pendant ce temps-là, entre Israël et l'Iran, les choses s'enflamment. Oui, entre Israël et l'Iran, mais je pense qu'il y a une grille de lecture qu'on aborde peu de l'ensemble de la situation, qui est la grille de lecture énergétique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en termes énergétiques, toute la situation du Moyen-Orient est en train de bouger considérablement du fait que l'Amérique, désormais, est devenue un très, très important producteur de pétrole, de shale oil, voilà, après la révolution des gaz de schiste. Donc, pour l'instant, il y a des bruits de bottes, les prix du pétrole sont assez hauts, etc. Mais on voit bien qu'à la fois sur l'Iran et sur la Russie, il y a une stratégie américaine qui est quand même de mettre un peu le couvercle sur les potentiels et sur la richesse pétrolière de ces deux grands producteurs pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir finalement fournir la Chine en pétrole, et en pétrole à bas prix. La Chine, qui, vous l'avez remarqué, est dans une position d'attentisme très intelligente. Elle regarde, Donc si je vous interroge, ce que vous dites, et Christian Macarian, ce que dit Caroline Galacteros, c'est, au fond, il ne faut pas simplement regarder le rapport de force militaire, non. La question géopolitique, non. Elle passe d'abord et avant tout par la question économique, le pétrole. Alors, Christian Macarian. C'est une des composantes, puisque le prix du pétrole augmente énormément. Il est à $76 le baril à peu près. Alors, je crois qu'il faut parler de l'Arabie Saoudite. C'est qu'il se produit quelque chose, c'est ça que vous vouliez dire, je pense, quelque chose de tout à fait essentiel et unique et tout à fait nouveau. Israël a désormais un très grand allié arabe militaire qui est engagé. Alors, ce n'est pas des militaires très brillants, les Saoudiens. Ils l'ont montré. Faites référence à l'axe, en réalité, États-Unis, Israël, Arabie Saoudite. États-Unis, Israël, Arabie Saoudite. Or, l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'elle a de commun avec Israël? C'est évidemment l'effroi que suscite l'idée de l'expansion iranienne à Riyad, auprès notamment du prince héritier Mohammed Ben Salman, qui est devenu véritablement obsessionnel anti-iranien. Donc oui, l'Arabie Saoudite soutient Israël. Il y a un autre aspect qui est tout à fait essentiel, et là je rejoins la géopolitique globale, c'est la Russie. Personne n'a noté un détail essentiel, enfin si, certains, mais il faut le rappeler. Hier, le 9 mai, M. Netanyahou était à Moscou. Et il a prévenu Vladimir Poutine de la riposte israélienne. Qu'il allait procéder à des frappes afin qu'il n'y ait aucun dommage russe, que les Russes se retirent de partout, Israël allait frapper pour bien marquer les positions iraniennes. La riposte, elle ne s'adresse qu'aux Iraniens. Voilà. Et au Hezbollah libanais. Absolument. Et ce faisant, M. Netanyahou a fait entrer la Russie dans le jeu diplomatique contre l'Iran, parce que la Russie a des rapports extrêmement complexes et ambigus avec l'Iran, et il est faux de croire que la Russie contrôle l'Iran. La Russie ne contrôle absolument pas l'Iran. Ils sont alliés en Syrie
au soutien du régime d'Assad, mais c'est tout. Pour le reste, l'Iran fait beaucoup de choses qui irritent la Russie. Donc la Russie fait partie du jeu pour essayer maintenant... Donc si je vous entends bien, les sunnites d'un côté, l'Arabie Saoudite, les chiites de l'autre, le Hezbollah libanais et les Iraniens, mais ça pose une autre question qui est notre propre lutte contre Daesh. À un moment donné, est-ce qu'il va falloir choisir pour la France entre ces deux axes, d'un côté les chiites, de l'autre côté les sunnites? C'est aussi une question qu'on est en droit de se poser. Pour le moment, depuis les frappes occidentales, la France a frappé le régime de Bachar qui avait déversé ses armes chimiques sur la Ghouta. Mais on est au-delà du choix. Moi, je pense que vos analyses sont tout à fait vraiment fines et pointues, mais il faut quand même se dire que pour revenir à Israël, parce que c'est le pays qui est en première ligne. C'est le pays qui est en première ligne. C'est lui qui concentre absolument toutes les frappes et c'est lui qui opère toutes les ripostes. Donc, quand on est que faire? On parle beaucoup. Alors, cet accord. Alors, on a mis. Vous disiez, Laurent, que on avait mis tellement de temps à le négocier, etc. Est-ce qu'il fonctionnait? Mais pendant qu'il était censé marcher, l'avancée iranienne en Syrie se poursuivait. C'est-à-dire que le territoire syrien était petit à petit quadrillé de bases iraniennes. Et malgré cet accord... Celles-là même qui ont été frappées cette nuit par Israël. Celles-là même qui ont été frappées à plusieurs reprises depuis février, depuis avril. Donc il y a un problème. Parce que, vous le rappeliez, l'affaire des missiles balistiques, ça ne rentrait pas en ligne de compte dans l'accord. Et effectivement, c'est ce que Emmanuel Macron... Et c'est de cela dont Emmanuel Macron parlait à l'instant quand il souhaite élargir. Je voudrais, si vous me le permettez, Emmanuel Macron n'a pas été le seul à prendre la parole aussi. Angela Merkel a pris la parole et vous allez voir, elle a dit quelque chose qui me semble très très important. Les conflits se jouent devant les portes de l'Union européenne et les États-Unis ne vont pas nous protéger. L'Europe doit prendre son destin en main. L'Union européenne, Alexis Poulain, ne peut plus compter sur les États-Unis pour se protéger. C'est important, cette phrase. C'est important, ça fait longtemps. On voit, mais attention, il faut voir comment ça se passe. On a toujours l'OTAN et on sait le budget. D'ailleurs, ça pose la question. Est-ce qu'il ne faut pas sortir du commandement intégré de l'OTAN? Il faut poser la question de l'OTAN en disant si on a un allié comme les États-Unis, comme les Turcs aussi, on en parle peu, mais les Turcs aussi ont une carte à jouer dans ce conflit en Syrie, qui aussi appartiennent à l'OTAN. Énormément de questions, puisque là, on a beaucoup d'intérêts contradictoires. Et sur les dépenses européennes en termes de défense. Alors, on va dire qu'il y a un effort qui est fait. On a vu la proposition budgétaire la semaine dernière en disant on va dépenser 20 milliards en quelques années. C'est rien comparé aux dépenses américaines, même si cumuler les différents budgets de défense européenne reste important. La défense européenne, ça reste une chimère, largement. Le temps qu'on arrive à avoir une dépense qui existe, on en sera loin, puisque, y compris dans la dépense budgétaire de défense, on parle de frais d'infrastructure pour faire bouger les armées au sein de l'Europe. Donc, on en est vraiment loin. On en est loin. Je vous voyais faire non de la tête. Qu'est-ce qui vous gênait dans ce qu'a dit Angela Merkel ? Non, mais je suis ravie qu'elle en arrive à penser ça. Ça veut dire en gros que les Européens ont peut-être une carte à jouer avec la décision de Trump. Les Européens ont une carte fondamentale à jouer qui est de sortir de l'enfant stratégique. Parce que c'est bien l'OTAN, c'est formidable, mais le problème c'est que ça n'est pas l'Europe et les puissances européennes qui dominent du tout l'Alliance, ni qui décident de ce que fait l'Alliance. De fait, c'est comme ça, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Donc l'OTAN comme seule structure européenne garante de la sécurité, ça ne peut pas aller parce que justement on peut se laisser entraîner bêtement dans des choses qui non seulement ne correspondent pas à nos intérêts, mais ne correspondent pas non plus à nos valeurs, ni même à la vision que l'on a du multilatéralisme et de la gouvernance mondiale. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'Emmanuel Macron a là une occasion extraordinaire. C'est qu'il faut qu'il arrive, il faut qu'on descende, il faut que la désescalade se produise, et il faut absolument que la France joue sa carte entre Moscou et Washington, qui sont deux parties, qu'on le veuille ou non, de l'Occident. Merci beaucoup Caroline Galacteros, merci à tous les quatre d'ailleurs d'avoir débattu de cette question qui inquiète, vous l'avez vu, la communauté internationale. Restez avec nous dans un instant, je reçois Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. A tout de suite. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre tablette.
Renault Espace, voiture officielle de BFM Business. Réservez votre essai au 3023. Je t'aime, mon amour. Où es-tu? Saphir orange, enthousiasme. Saphir rose, bonheur. Saphir jaune, énergie. Saphir violet, mystique. Émeraude verte, espoir. Rubis rouge, passion. Saphir bleu, harmonie. Je t'aime, mon amour. Mauboussin, capsule d'émotion. Élite Rencontre, le site de rencontre de référence pour célibataires ambitieux. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et revivez l'amour sur éliterencontre.fr. These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. I'm standing still. Gabriel, Chanel, le nouveau parfum. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. J'ai perdu 11 kilos en 3 mois. Mon secret, c'est la liberté. Et j'ai même la liberté de me faire plaisir. Nouveau Weight Watchers Liberté. Plus besoin de tout compter, nouvelle appli. Vite, en ce moment, offre spéciale. Démarrez à 0 €, puis moins 20%. Il a vu l'appel de Giroud, la frappe, la Gamme à batterie Steel. C'est comme si c'était fait. Steel, la performance est notre exigence. Et avec la nouvelle tondeuse à batterie Steel, c'est aussi comme si c'était fait. C'est la vie que je veux, en vrai, ensemble, entière. C'est la vie que je peux, en bio et en symbiose, en clair. C'est la vie claire. Voici la Citroën C3 de Martin. Elle aurait pu être aussi comme ça, ou bien comme ça. Et là, c'est Martin. Il aurait pu être comme ça, ou bien comme ça. Mais en fait, Martin, lui, il est plutôt comme ça. Citroën C3, avec 36 combinaisons de personnalisation. Citroën. En mai, profitez de Citroën C3 graphique à partir de 12 490 €. Bien dormir avec Rosana. Stretching et hydratation sont la solution. Le soir, étirez-vous bien, pieds flex, ventre rentré, pas d'excitant, dîner léger et surtout, buvez Rosana chaque heure jusqu'au coucher. Rosana est naturellement gazeuse, elle contient du magnésium et le magnésium contribue à réduire la fatigue. Mon magnésium, c'est Rosana. Harry Bertheim, médecin du camp de Mauthausen. Demain, 20h50 sur RMC Découverte. Pour Jeanne, repasser le kimono de Paul est toujours un défi. Alors, elle m'a choisi Pro Express Ultimate de Calor, la plus puissante des centrales vapeur qui vient immédiatement à bout des plis les plus coriaces. Et grâce à mon collecteur anti-calque 10 fois plus efficace que les autres, je suis la plus puissante jour après jour. De vrais champions. Calor. Et découvrez la nouvelle technologie Direct Control pour des résultats parfaits sur tous les tissus. Bienvenue à tous les bricoleurs. Bienvenue à toi, le perfectionniste. Bienvenue à toi, l'artiste. Bienvenue à toi, roi de la frime. Bienvenue à toi, le méchant du film. Bienvenue à toi, de la mafia. Bienvenue à toi qui envoie du bois. Bienvenue à toi et mini-toi. Manomano.fr, cliquez, bricolez, jardinez.
Accéder par la mer au trésor de la terre. Ponant. Écoutez votre instinct. Aura, Mugler, l'eau de parfum et la nouvelle eau de toilette. Tu as toujours eu ce regard unique sur le monde qui t'entoure. Peu importe le challenge. Tu as choisi la spontanéité et l'ouverture d'esprit au lieu du conformisme. Tu as su tracer ta propre voie. Celle qui fait de toi qui tu es. Et la route est encore longue et pleine de surprises. Maîtrisez votre trajectoire. Renault, partenaire officiel du Festival de Cannes. 19h29, le rappel des titres avec vous, Perrine Storm. On s'est moqué de nous comme on s'est moqué de Maafi. Le père de Naomi Muzenga réclame la vérité. Dans une conférence de presse cet après-midi, il a dénoncé une série de dysfonctionnements dans la prise en charge de sa fille. Cette jeune femme de 22 ans est décédée fin décembre après que son appel a été ignoré et raillé par le SAMU. La famille a porté plainte. Une marche blanche sera organisée mercredi à Strasbourg en sa mémoire. Paris et Berlin appellent à une désescalade au Proche-Orient. Il ne faut pas céder à la politique du pire, a lancé Emmanuel Macron cet après-midi en déplacement en Allemagne. Le chef de l'État a plaidé aux côtés d'Angela Merkel pour une souveraineté européenne face au choix de Donald Trump de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. Malgré les appels au dialogue de la communauté internationale, la tension reste maximale entre l'Iran et Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme ce soir que Téhéran a franchi une ligne rouge avec ses tirs de roquettes la nuit dernière vers le plateau du Golan. L'armée israélienne a répliqué avec des tirs de missiles faisant 23 morts. C'est la première fois que les deux pays s'attaquent frontalement depuis le début du conflit syrien. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, réagira dans un instant. En France, les cheminots appelés aux urnes. L'intersyndicale lancera la semaine prochaine une grande consultation pour ou contre la réforme ferroviaire. Un peu sur le modèle de ce qui s'est passé à Air France, sauf que dans le cas présent, la direction ne cautionne pas l'initiative alors que le prochain épisode de grève est prévu pour samedi soir. Le ministre des Affaires étrangères est mon invité ce soir. Bonsoir Jean-Yves Le Drian, merci d'avoir accepté notre invitation. L'escalade militaire entre l'Iran et Israël, c'est quoi à vos yeux? C'est un accès de fièvre momentané ou en réalité le début d'une guerre qui ne dit pas son nom? C'est une situation qui devient très dangereuse. La région était déjà très déstabilisée avec la guerre en Syrie et l'annonce du retrait américain de l'accord de Vienne a contribué à renforcer cette déstabilisation. Alors vous connaissez le soutien indéfectible de la France à la sécurité d'Israël. Nous condamnons toute démarche qui pourrait remettre en cause cette sécurité, mais il est évident que les incidents de cette nuit font partie d'une forme de nouvelle donne au Moyen-Orient, parce que ce qui était à craindre est en train de se réaliser. L'enjeu syrien et l'enjeu iranien sont en train de se confondre. La guerre en Syrie existe déjà depuis un certain temps, depuis 2011. Le combat contre le terrorisme de Daesh aussi, mais maintenant l'enjeu iranien vient aussi de pénétrer dans l'ensemble stratégique de la région, ce qui donne une situation extrêmement tendue. Et je pense qu'il faut engager la désescalade, faire en sorte que le sang-froid revienne et éviter que les va-t-en-guerre divers qui peuvent saisir cette occasion pour agir puissent le faire. Donc l'appel qui a été lancé tout à l'heure par Mme Merkel et le président Macron à la désescalade est tout à fait essentiel. Jean-Yves Le Drian, Donald Trump, vous le disiez à l'instant, a dénoncé l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Mais c'est quoi concrètement le plan B maintenant ? Mais il n'y a pas de plan B. Il y a toujours un accord. Le plan B, ça veut dire renoncer à tout dialogue et à tout accord avec l'Iran. Et le plan B, inévitablement, peut conduire à la guerre. Donc il n'y a pas de plan B. Il y a le plan A, qui est aujourd'hui l'accord de Vienne,
qu'il convient de respecter. L'ensemble des signataires, à part les États-Unis, sont toujours partie prenante à cet accord. Il faut donc maintenant tout mettre en œuvre pour que cet accord soit respecté. Alors le plan B, c'est ce qu'a évoqué peut-être Emmanuel Macron, c'est-à-dire l'idée de négocier un accord beaucoup plus large avec les Iraniens, qui inclurait notamment le programme balistique des Iraniens et leur rôle dans la région, au Yémen, en Irak, en Syrie. Mais le problème, c'est qu'un tel accord va prendre du temps. Or, on a besoin de certitude maintenant, surtout lorsque l'on voit ce qui se passe entre les Iraniens et les Israéliens. La proposition qu'a faite Emmanuel Macron, qu'il a faite d'ailleurs à Washington lors de son dernier déplacement, c'est une proposition qu'il avait déjà initiée lors de l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre. C'est la prolongation et l'extension de l'accord de Vienne. C'est prendre en considération l'accord de Vienne, mais faire en sorte que, par un accord cadre plus général, par une diplomatie plus large, les autres sujets de préoccupation que nous avons à l'égard de l'Iran, et ils sont nombreux, puissent être pris en compte dans l'intérêt de toutes les parties et surtout dans l'intérêt de la paix au Moyen-Orient. Alors ça veut dire, vous l'avez évoqué, le fait que l'on puisse regarder comment ça se passera après 2025, c'est-à-dire après la fin de l'accord de Vienne. Cela veut dire aussi que l'on puisse agir avec l'Iran pour que ces tentations hégémoniques dans la région puissent être tempérées, modérées et régulées. Et cela veut dire aussi de faire en sorte que la dimension balistique, c'est-à-dire la question des missiles, puisse être prise en compte. Et pour tout cela, il faut un dialogue. C'est ça le plan A prolongé qui a été proposé par Emmanuel Macron. Et c'est dans cette direction qu'il faut aller. Il faut aller en parlant avec les Iraniens, en parlant aussi avec les autres signataires. Mais pour que cette démarche soit de qualité, qu'elle puisse être opérante, il faut que les Européens soient unis. Et c'est le sens du message qui a été donné aujourd'hui par la chancelière et le président Macron. C'est aussi le sens des démarches que nous allons entreprendre avec nos collègues britanniques et allemands et avec l'Union européenne pour les jours qui viennent, en relation avec les Iraniens. J'ai eu mon collègue Zarif hier soir au téléphone pour aboutir à cette solution qui permettra à la fois de préserver l'accord de Vienne et aussi d'engager un processus de paix dans la région qui en a bien besoin parce que tous les processus de paix, tous les processus diplomatiques aujourd'hui sont en panne. Est-ce que parallèlement, Jean-Yves Le Drian, à la négociation d'un accord, aux discussions que vous aurez nécessairement avec toutes les parties prenantes, est-ce qu'il y a urgence à convoquer un Conseil de sécurité des Nations Unies ? On va aviser en fonction du début des discussions que nous allons avoir. C'est une hypothèse qu'il ne faut pas rejeter. Angela Merkel, qui s'est exprimée aujourd'hui également à Aix-la-Chapelle, a dit, je la cite, que l'Europe ne pouvait plus compter sur les États-Unis pour la protéger. Elle a raison, la chancelière allemande ? Elle met le doigt sur une réalité, c'est la nécessité pour l'Europe d'avoir son autonomie stratégique. Ça a beaucoup bougé dans ce domaine-là depuis quelques mois. La prise de conscience par les Européens de la nécessité pour les Européens d'avoir leur propre capacité de décision stratégique est devenue essentielle et que l'Allemagne le dise est encore un élément supplémentaire. Et donc dans la période qui vient, effectivement, singulièrement au Moyen-Orient, il faut que nous soyons très, très unis et très solidaires sur les choix. Le fait d'avoir l'autonomie stratégique ne signifie pas la rupture avec les États-Unis. Ça ne signifie pas la fin de l'alliance avec les États-Unis. Ça veut dire que l'on peut avoir à l'intérieur de cette alliance une autonomie d'action et c'est tout à fait essentiel. Mais dans ce contexte-là, est-ce que la question de la présence de la France dans le commandement intégré de l'OTAN se pose ? Est-ce que cette présence est encore valide ? Cette question-là ne concerne pas l'OTAN. Nous sommes sur la question du Moyen-Orient, nous sommes sur la question de la responsabilité européenne. Il y a aussi dans l'OTAN des débats sur la place de l'Europe, mais dans la réalité des faits aujourd'hui, la question principale s'adresse à l'Europe. Est-ce que nous sommes capables ensemble de définir notre autonomie stratégique ? Et là, les événements qui se produisent en ce moment en donnent la preuve de cette nécessité. Un certain nombre d'observateurs considèrent au fond que le fait que les Iraniens aient lancé un certain nombre de roquettes sur le territoire israélien, ça donne d'une certaine manière raison à Donald Trump a posteriori d'avoir dénoncé cet accord, même si les questions balistiques ne faisaient pas partie de cet accord. Ils se trompent, ils ont tort ? Je pense qu'ils ont tort. Je pense que la décision de Donald Trump est une mauvaise décision. D'abord parce qu'elle rompt avec
la signature d'un accord, elle rompt avec la signature des États-Unis, elle rompt avec la parole donnée, ce qui est essentiel au niveau international. Et puis cette décision remet en cause aussi les remparts que nous avions mis par cet accord contre la prolifération nucléaire, qui est quand même l'enjeu essentiel de la sécurité de la région et l'enjeu essentiel de notre propre sécurité. C'est pourquoi nous restons, nous, dans l'accord, et nous allons essayer de le faire, de le rendre opérable le mieux possible, parce que c'est l'intérêt de l'Iran, mais c'est aussi l'intérêt de la paix. Et c'est ça le sujet principal. Alors, Donald Trump ne s'est pas contenté de dénoncer l'accord sur le nucléaire iranien. Il en a profité aussi pour relancer l'hypothèse des sanctions économiques contre l'Iran, mais aussi contre les pays qui s'aviseraient de commercer avec Téhéran. Comment faire en sorte que ces sanctions ne s'appliquent pas aux entreprises françaises? Est-ce que la France toute seule est armée pour résister à ce chantage, d'une certaine manière, de la part de Donald Trump? Pas la France toute seule, la France dans l'Europe, la France avec ses partenaires. Et nous entendons bien faire en sorte que le maintien de l'accord de Vienne puisse permettre aux Iraniens d'en avoir les retombées économiques indispensables, sinon ce serait un accord de dupes. Nous pensons aussi indispensable de garantir pour les entreprises françaises ou les entreprises européennes qui interviendront en Iran en fonction de cet accord, d'avoir la capacité de le faire. Et nous entendons bien protéger nos intérêts à cet égard. Nous allons rencontrer et les entreprises françaises, mais aussi parler avec les autorités américaines dans les 3 à 6 mois qui sont devant nous pour la mise en œuvre des sanctions indiquées par le président Trump. Nous allons profiter de ce temps pour faire valoir nos propres intérêts. Mais mettons-nous un instant, Jean-Yves Le Drian, à la place des Iraniens. Si les entreprises ne peuvent plus commercer avec l'Iran, et si en plus on leur impose les contrôles de l'AIEA sur leur arsenal nucléaire, quel est l'intérêt pour eux de rester dans cet accord? C'est évidemment la question qu'ils ne vont pas manquer de se poser, de vous poser. C'est un accord donnant-donnant. C'est les principes qui ont été adoptés à Vienne. Il faut respecter ces principes qui supposent les dividendes économiques pour l'Iran et le renoncement par l'Iran à l'arme nucléaire. Nous devons rester sur ces fondamentaux et parler avec les Iraniens sur la meilleure manière de les mettre en œuvre. C'est l'intérêt de l'Iran aussi. Mais dans une situation de tension comme celle que nous connaissons actuellement, les risques de détérioration et les risques de confrontation sont réels, la situation est dangereuse, donc il faut que chacun revienne à la retenue et que l'on puisse discuter sereinement ensemble de la poursuite de cet accord. On assiste clairement, Jean-Yves Le Drian, à un nouvel axe États-Unis, Israël, Arabie Saoudite, le camp donc plutôt des sunnites face à l'Iran, au Hezbollah chiite libanais. Est-ce que ça change quelque chose dans la stratégie que la France tient depuis des années maintenant dans la lutte contre Daesh? Est-ce que ça change les choses? La France a fait de la lutte contre Daesh son objectif majeur, la lutte contre le terrorisme, parce que Daesh nous a touchés sur notre propre territoire et nous poursuivons ce combat. Contre Daesh, il n'est pas tout à fait fini. Il y a encore des éléments de Daesh qui sont actifs en Syrie. Pour le reste, je ne crois pas que le sujet, ce soit le bloc chiite contre le bloc sunnite. En tout cas, c'est pas de cette manière que la France appréhende la situation stratégique de la région en termes de bloc religieux. Ce n'est pas, nous, notre manière d'approcher les choses. Nous parlons d'abord avec tout le monde et ensuite, nous estimons nécessaire qu'on retrouve un processus de paix à la fois sur la question syrienne et à la fois sur la question iranienne en dépassant complètement cette rivalité de deux blocs qui, à mon avis, n'est pas la meilleure manière d'appréhender le Moyen-Orient aujourd'hui. Alors, il se trouve que en début de semaine prochaine, Washington va changer son ambassade de ville. On va passer de Tel Aviv à Jérusalem, que ça coïncide avec le 70e anniversaire de l'État d'Israël et même avec le début du Ramadan. Est-ce que vous craignez que la conjonction de tous ces éléments rende la situation encore plus explosive dans cette région ? Oui, je vous l'ai dit, la situation est dangereuse. Elle nécessite de la part de chacun le sens des responsabilités, le sang-froid, la recherche d'une solution diplomatique. Que nous avons été défavorables à la décision du président Trump de mettre en œuvre l'installation de l'ambassade américaine à Jérusalem. Nous maintenons cette position et nous estimons que pour régler la question palestinienne, la question israélienne, la question du Proche-Orient, il y a à la fois une méthode qui est celle de la négociation, il y a un cadre qui est le droit international et il y a une obligation, celle d'avoir
d'aboutir à un résultat permettant à deux États de vivre l'un et l'autre dans la sécurité, dans des frontières reconnues de part et d'autre. C'est la ligne permanente de la France depuis longtemps, c'est aussi la ligne de l'Europe et c'est la ligne que nous souhaitons faire partager par la communauté internationale. Une dernière question, Jean-Yves Le Drian. Le 23 mai prochain, vous accompagnez Emmanuel Macron à Saint-Pétersbourg, en Russie. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de Vladimir Poutine, qui joue dans cette affaire un rôle absolument essentiel ? La Russie doit prendre sa place dans la nécessité diplomatique qui s'ouvre. Cela veut dire, en particulier, sur la question syrienne, pour éviter de l'embrasement dans l'embrasement, faire en sorte qu'un processus de paix puisse se mettre en œuvre, faire en sorte que les pays directement concernés par la crise syrienne puissent agir ensemble pour faire pression, pour aboutir à un processus, une feuille de route qui suppose une discussion permettant à la fois une nouvelle constitution syrienne et un processus électoral. C'est ce que nous disons depuis longtemps, c'est ce que le président Macron a dit à plusieurs reprises et nous espérons pouvoir convaincre le président Poutine d'aller dans cette direction. Merci beaucoup Jean-Yves Le Drian d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. On va changer de sujet radicalement, on va revenir sur la scène française pour aborder un autre type de conflit, moins violent heureusement, celui de la SNCF. Bonsoir à tous les deux, Cécile Cornudet pour les Échos, David Revaud-Dallon pour le Journal du Dimanche. Alors on commence un peu à parler d'une éventuelle sortie de crise à la SNCF. On a vu que deux des syndicats avaient rendez-vous demain avec Elisabeth Borne. L'un d'entre eux, la CFDT en l'occurrence, a annoncé qu'ils allaient proposer 42 amendements pour modifier cette réforme. Je vous pose la question clairement, est-ce qu'on est en train, petit à petit, sans s'en rendre compte forcément, de sortir de la crise? Vous êtes très prudent et je pense que vous avez raison. On a beaucoup annoncé la fin du conflit, voilà. Mais c'est vrai que la CFDT et l'UNSA rencontrent le ministère des Transports. Alors, en même temps, ce sont les syndicats très minoritaires. Mais il y a d'autres signaux. Le fait que les syndicats aient décidé de faire une sorte de référendum. On va en parler dans un instant, c'est intéressant. Oui, mais le fait même de faire un référendum, ils appellent ça un vote-action, c'est bien que leur action s'essouffle un peu et qu'il faut essayer de trouver autre chose pour relancer la machine. Et puis, il y a quelque temps, les syndicats parlaient d'une journée le 14 mai sans train. Ils n'en parlent plus maintenant. Donc, on sent effectivement que ça s'essouffle un peu, mais restons très prudents parce qu'il y a des signes un peu contraires. David Revaud-Dallon, ça veut dire qu'en réalité, Emmanuel Macron est en train de gagner la guerre d'usure qu'il a engagée vis-à-vis des syndicats? Moi, je serais un peu plus prudent. Je pense qu'on est quand même encore dans une zone un peu interlope, ou pardon, plutôt une zone intermédiaire, une zone grise, on va dire, où on ne sait pas vraiment de quel côté la pièce va tomber. Parce que on a vu que le Premier ministre qui a reçu les syndicats lundi était quand même resté extrêmement ferme, droit dans ses bottes, pour reprendre l'expression de son mentor Alain Juppé. Il n'a absolument rien lâché. Alors il y a quelques avancées, notamment sur la question de la dette, etc. Mais je ne crois pas que les syndicats, y compris les plus conciliants, les plus réformistes, vous avez vu que Laurent Berger, le patron de la CFDT, est particulièrement dur, enfin musclé sur cette affaire. C'est vrai qu'il y a des élections en novembre dans le transport, dans le rail, donc ça explique aussi une forme de surenchère. C'est vrai, Cécile a raison, il y a aussi un petit risque d'essoufflement, une peur de l'essoufflement, d'où cette consultation, d'où ce référendum des salariés, mais qui est aussi destiné à faire pièce à la direction qui explique, elle, que le mouvement s'essouffle. Donc je pense que là, ce qui va se passer dans les prochains jours peut être très décisif, mais on ne pourra pas vraiment avancer ni d'un côté ni de l'autre. On a quand même l'impression que ce front syndical qui est uni depuis le début du conflit, tous syndicats confondus, il est quand même un petit peu en train de se fissurer. Moi, j'avais cru comprendre que les syndicats ne voulaient plus discuter qu'avec Matignon. Et puis tout à coup, il y en a deux qui se détachent du lot et qui retournent discuter avec la ministre des Transports. Ils sont très minoritaires. La SNCF, c'est vraiment la CGT qui compte. Ce qu'il faut plutôt regarder, c'est le taux de grévistes. Or, ce taux lui aussi a baissé. Il a beaucoup baissé. On est à 14% alors qu'on était à 33%. Mais les conducteurs, ceux qui conduisent les trains, eux, ils restent mobilisés à peu près à 50%. Donc, c'est vrai, David a raison, ça reste encore un petit peu fragile. Et puis, on ne sait pas ce que va donner ce référendum. Si c'est un non massif à ce que propose Alors, il faut rappeler, c'est un référendum interne à la SNCF. Décidé par les syndicats. Décidé par les syndicats, contrairement à ce qui s'est passé à Air France. Absolument. Mais il s'inspire effectivement de ce qui s'est passé à Air France, en se disant, si on arrive à avoir un vote qui dit on a raison d'être contre la réforme de la SNCF, eh bien c'est. Mais alors là, il faut que vous m'expliquiez quelque chose tous les deux parce que j'ai du mal à comprendre. Un référendum interne qui ne concerne donc que les salariés de la SNCF. Ils sont 130 000
Comment on organise une votation, un scrutin pour 130 000 personnes? À part le faire sur Internet, je ne vois pas bien. Je crois que c'est la seule solution, parce que le vote physique, il est extrêmement compliqué. Parce qu'ils ont parlé de mettre des urnes dans les assemblées générales, des urnes mobiles. Mais bon, on imagine un peu que l'acte de vote, dans ces conditions, est un peu compliqué, avec l'ambiance qui peut régner, un peu survoltée, les pressions, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, vous le disiez, c'est l'opinion des salariés de la SNCF, mais la véritable bataille, puisque vous me posiez la question de savoir si le président l'avait remporté, la véritable bataille, c'est celle de l'opinion du pays. Et on voit qu'effectivement, petit à petit, le soutien à la grève, qui n'était pas majoritaire, même s'il était grosso modo entre 40 et 45%, il décroît. Mais il décroît un petit peu, que effectivement sur le terrain, on a plutôt le sentiment que la mobilisation baisse, s'effrite du moins. Mais en tout cas, on voit qu'avec les actions coup de poing de cette semaine, avec la volonté d'organiser ce référendum, mais il y a une forme aussi du côté des plus durs de radicalisation. Et ça va pas du tout dans le sens d'une sortie de crise. Je voudrais essayer de comprendre ce référendum. Il sert à quoi dans l'esprit de ceux qui l'ont initié? C'est pour se redonner un surcroît de légitimité avant de retourner voir le Premier ministre? C'est juste un baroud d'honneur? Pour continuer à instituer un rapport de force alors que la mobilisation s'effrite un peu. Mais le plus important, c'est est-ce qu'il sera bien organisé et est-ce que la participation sera grosse? À Air France, c'était la direction qui organisait, donc c'était un vote électronique, c'était simple. Là, c'est quand même bricolé très rapidement par des syndicats qui n'ont pas l'habitude de faire ça. Et effectivement, ils parlent de faire ça dans des urnes. Donc, s'il n'y a pas de légitimité sur le résultat et s'il n'y a pas 80% comme à Air France de salariés qui viennent voter, ce sera peut-être un coup d'épée dans l'eau. Donc, c'est une grande inconnue, ce référendum. Il nous reste à peine 2 minutes. Je voudrais qu'on évoque quand même le voyage d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Aix-la-Chapelle. On lui remettait le prix Charlemagne, qui est un prix prestigieux pour ceux qui ont œuvré en faveur de l'Europe. Il a parlé d'utopie européenne, d'unité du couple franco-allemand. Quand on regarde un petit peu l'Europe aujourd'hui, c'est le Brexit, c'est l'Italie sans gouvernance, c'est la Hongrie et la Pologne qui foulent au pied les valeurs européennes tous les jours, c'est l'extrême droite aux affaires en Autriche. C'est compliqué le pari d'Emmanuel Macron. C'est juste, on a l'impression que son discours extrêmement volontariste, c'était le 3e ou le 4e, depuis son élection, sur cette même thématique, c'est-à-dire celle du renouveau à la fois démocratique de l'Europe, qui est son problème numéro 1, et puis la question de la gouvernance économique. On a l'impression qu'il se heurte de plus en plus au réel. Alors c'est ce que vous avez indiqué, c'est la Hongrie, la Pologne, le Brexit, l'Allemagne et l'Italie avec des difficultés pour créer des gouvernements et des coalitions, mais c'est aussi le sujet précédent que vous avez traité avec le ministre Le Drian, c'est-à-dire la question planétaire avec le retrait des États-Unis, la défense européenne, etc. Et on a l'impression que plus on avance dans le temps, plus ça devient compliqué et plus le discours extrêmement volontariste et de leadership européen de Macron se heurte à la réelle politique. C'est la colonne vertébrale d'Emmanuel Macron, cette Union européenne. Autre sujet sur lequel il n'y a pas de résultat aujourd'hui, c'est la taxation des GAFA. Là aussi, c'est un petit peu un échec. Alors, c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, il était vraiment dans européen, il faut qu'on se réveille après la décision des États-Unis sur l'Iran. Et en même temps, donc, il a initié un collectif, si vous voulez. Il faut qu'on se mette autour de la table, qu'on réfléchisse. Mais en même temps, il n'y avait pas de proposition concrète. Et il a été très dur sur l'Allemagne. Donc, il dit, il faut qu'on soit tous ensemble. Et à ce moment-là, il bouscule un peu l'Allemagne en disant, vous n'êtes pas très européen en ce moment, venez avec nous. C'était étrange. Merci à tous les deux. Tout de suite, c'était plus clair. Vous restez avec nous. Dans un instant, c'est le 20h avec Alain Marchal.